Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une jeune sans-abri trouve un sac plein d'argent et finit par rencontrer un millionnaire mourant qui lui fait une proposition scandaleuse. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir. Et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Trouver cette valise a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un jour froid et gris à Paris, j'errais dans les rues, essayant de trouver un abri ou quelque chose pour me réchauffer. C'est alors que, au milieu de la confusion d'une station de métro, j'ai aperçu la valise abandonnée. En l'ouvrant, j'ai été stupéfaite, elle était pleine d'argent. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et pendant un instant, j'ai envisagé de prendre la valise et de disparaître. Après tout, qui remarquerait la disparition d'une jeune sans-abri de plus? Mais quelque chose en moi m'a poussé à faire ce qui était juste. Je savais que cet argent ne m'appartenait pas et que quelqu'un devait être désespéré sans lui. C'est alors que j'ai entendu une voix désespérée à côté de moi. « S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il vu une valise marron ?»« C'est très important », criait un homme beau, mais d'apparence fragile, avec des yeux désespérés. Je me suis approchée de lui avec la valise à la main. « Est-ce votre valise ?» ai-je demandé, et il m'a regardé avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Oui, oui. »« Oh, vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi, » a-t-il répondu, les larmes aux yeux. « Voici, » ai-je dit en lui tendant la valise sans hésiter. « J'espère que cela vous aide. » Il m'a regardé fixement, comme s'il essayait de comprendre pourquoi quelqu'un dans ma situation ferait une telle chose. « Quel est votre nom ?» a-t-il demandé. « Pauline » ai-je répondu, essayant de ne pas paraître trop méfiante. « Pauline, vous êtes une personne rare. »« Je suis Pierre. »« Venez, allons prendre un café. »« Je veux vous remercier correctement. » Au début, j'ai hésité, mais quelque chose dans la sincérité de Pierre m'a fait accepter. Au café, il a commencé à raconter son histoire. Pierre était un homme d'âge moyen, propriétaire d'une grande fortune, mais il était en phase terminale d'une maladie. La valise contenait de l'argent qu'il prévoyait d'utiliser pour régler quelques affaires avant sa mort. « Vous devez vous demander pourquoi je raconte tout cela à une étrangère, » a-t-il dit avec un sourire triste. « Mais, d'une certaine manière, vous n'êtes déjà plus une étrangère pour moi. Votre honnêteté m'a profondément touchée. » J'écoutais en silence, ne sachant pas exactement quoi dire. « Pauline, je sais que cela va sembler étrange, mais je veux vous demander quelque chose. Je veux que vous m'épousiez. » Je me suis étouffée avec le café que je buvais. « Quoi ? Mais pourquoi ?» ai-je demandé, essayant de reprendre mon souffle. « Je sais que cela semble fou, mais écoutez. Je n'ai personne en qui avoir confiance pour laisser mon héritage. Je veux que mon argent aille à quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui l'utilisera pour quelque chose de bien, et vous avez prouvé être cette personne. De plus, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi pendant mes derniers jours. » La proposition m'a laissé abasourdi. « Mais je ne peux pas me marier avec vous pour de l'argent. »« Ce n'est pas juste, » ai-je répondu, ressentant un mélange de compassion et de confusion. Pierre a de nouveau souri, cette fois avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Je savais que vous diriez cela. Et c'est exactement pour cela que je veux que vous acceptiez. Ce n'est pas pour l'argent, mais pour votre intégrité. » Je l'ai regardé, essayant de tout comprendre. L'idée de prendre soin de quelqu'un dans ces derniers jours était effrayante, mais en même temps, cela semblait être la bonne chose à faire. Je vais accepter de prendre soin de vous, Pierre. Mais je ne peux pas accepter l'argent. » Il a pris ma main délicatement. « Merci, Pauline. Vous êtes une bénédiction dans ma vie. » Et ainsi, dans ce café à Paris, ma vie a pris un tournant inattendu. Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de plonger dans une intrigue de trahison, de secrets et un voyage de découverte de soi qui changerait à jamais qui j'étais. Quand Pierre m'a emmené pour la première fois dans son manoir, j'ai senti mon cœur battre si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir à tout moment. La grandeur du lieu était oppressante. Je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, qu'un jour je mettrais les pieds dans un endroit si splendide. La façade imposante,
Les jardins méticuleusement entretenus et l'intérieur luxueux m'ont laissé sans voix. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Pauline », a dit Pierre avec un sourire gentil, mais fatigué. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots semblaient s'être perdus dans un coin de mon esprit, avec la petite partie de moi qui résistait encore à croire au tournant étrange que ma vie avait pris. Tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête, essayant d'absorber la réalité. Les premiers jours, je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Le manoir était un labyrinthe de couloirs interminables, de salles décorées avec des œuvres d'art et des meubles anciens, chacun avec son histoire. Le personnel de maison me traitait avec le plus grand respect, mais je percevais les regards curieux, parfois méfiants. « Madame Pauline, puis-je vous aider avec quelque chose ?» a demandé Jeanne, la gouvernante, alors que j'irais sans but dans le grand salon. En fait, je ne sais pas, ai-je répondu sincèrement. J'essaie encore de m'habituer à tout ça. Pierre, malgré sa santé déclinante, tenait à me présenter chaque détail de la maison. Il parlait avec une passion contenue de chaque pièce de mobilier, de chaque tableau, comme s'il voulait me faire sentir partie de ce monde auquel il savait qu'il n'appartiendrait plus très longtemps. Pauline, ce tableau a été peint par mon arrière-grand-père. C'était un artiste talentueux, mais il n'a jamais cherché la renommée. Je préfère penser que l'art était un refuge pour lui, tout comme cette maison est devenue mon refuge, disait Pierre, regardant la peinture avec des yeux pleins de nostalgie. Au fil des jours, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. J'ai appris à m'occuper de Pierre, à lui administrer ses médicaments et à l'aider dans ses besoins quotidiens. Il m'a appris à préparer son thé préféré et m'a demandé de lui lire quand la douleur l'empêchait de se concentrer. « Pauline, vous avez une voix douce. Croyez-moi, c'est un soulagement de vous entendre lire », a commenté Pierre une nuit, alors que je lisais un passage des « Misérables ». Malgré tout, la santé de Pierre se détériorait rapidement. Un matin pluvieux, le docteur Louis, son médecin de longue date, est venu nous rendre visite. Il avait un visage grave, ce qui n'était jamais bon signe. « Nous devons trouver un donneur de moelle osseuse compatible le plus rapidement possible », a dit le docteur Louis. La situation de Pierre devient critique. J'ai senti un nœud dans ma gorge. L'idée de perdre Pierre, qui était devenu un ami et une sorte de mentor pour moi, était insupportable. « Docteur, que pouvons-nous faire ? Comment pouvons-nous trouver un donneur ?» ai-je demandé, désespéré. « Nous pouvons lancer des campagnes de dons. Nous devons mobiliser le plus de gens possible pour faire les tests de compatibilité », a suggéré le docteur Louis. « Je ferai tout ce qui est nécessaire », ai-je promis, tenant la main de Pierre. Il a souri faiblement, serrant ma main en retour. « Je sais que vous le ferez, Pauline. Vous avez été un ange dans ma vie », a dit Pierre, la voix affaiblie par la maladie. J'ai commencé à m'impliquer corps et âme dans la campagne. Nous avons organisé des événements, distribué des dépliants et fait des appels publics, tout dans l'espoir de trouver un donneur compatible. Je passais des heures au téléphone, coordonnant les efforts et répondant aux questions des donneurs potentiels. « Allô, oui, nous organisons une campagne de dons de moelle osseuse. Toute aide serait la bienvenue, répétais-je inlassablement. Chaque jour apportait une nouvelle vague d'espoir et de désespoir. Le manoir, qui autrefois semblait oppressant, était maintenant un symbole de notre lutte. Je savais que le temps était compté, mais je refusais d'abandonner. Pierre avait besoin de moi, et je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour le sauver. L'adaptation à cette nouvelle vie n'a pas été facile, mais la sensation de faire une différence dans la vie de Pierre, et peut-être de la sauver, donnait un sens à chaque moment d'incertitude et de peur. Et, surtout, me faisait sentir valorisée comme jamais auparavant. Les jours qui ont suivi la suggestion du test de compatibilité ont été d'une anxiété torturante. Chaque minute semblait s'étirer en une éternité. Pierre, bien que visiblement affaibli, maintenait un esprit plein d'espoir, peut-être plus pour moi que pour lui-même. « Pauline, vous avez été une lumière dans ma vie en ces temps sombres », m'a-t-il dit une nuit, alors que j'ajustais les oreillers pour qu'il se sente plus à l'aise dans son lit. « Quoi qu'il arrive, je vous serai éternellement reconnaissant. » J'ai souri, essayant de cacher l'inquiétude qui me rongeait de l'intérieur. « Pierre, c'est vous qui m'avez donné une chance de recommencer. Le minimum que je puisse faire est de rester à vos côtés. »
Les résultats du test sont finalement arrivés un matin pluvieux. Nous étions dans le bureau du docteur Louis, et l'atmosphère était chargée de tension. Le médecin est entré dans la salle en tenant une enveloppe, et mon cœur a commencé à battre la chamade. Pierre a serré ma main avec force, comme s'il voulait me transmettre toute son espérance à ce moment-là. « Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles », a commencé le docteur Louis, ouvrant l'enveloppe avec précaution. « Pauline, vous êtes compatible. » Pierre a fermé les yeux, et une larme solitaire a coulé sur son visage. « Merci, Dieu », a-t-il murmuré. Quant à moi, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Je savais que la compatibilité n'était que le premier pas, les risques du procédé étaient encore bien réels. « Je suis prête à faire tout ce qu'il faut », ai-je déclaré, essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais vraiment. « Nous devons discuter des risques », a continué le docteur Louis, en me regardant directement. « Le procédé de don de moelle osseuse n'est pas simple, et il y a des risques tant pour vous que pour Pierre. »« Je comprends », ai-je répondu. « Mais je ne peux pas rester les bras croisés. S'il y a une chance de sauver Pierre, je suis prête à courir ces risques. » Pierre a serré encore plus fort ma main. « Pauline, vous n'êtes pas obligée de faire cela. Vous avez déjà tant fait pour moi. »« Pierre, je veux le faire. »« Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous, » ai-je répliqué, ressentant une vague de détermination. Les jours précédant l'opération ont été d'une préparation intense. Pierre et moi avons passé plus de temps ensemble que jamais, partageant des histoires et des rêves qui peut-être ne se réaliseraient jamais. Chaque moment semblait précieux, chaque conversation, une potentielle adieu. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous aviez une seconde chance dans la vie, lui ai-je demandé un après-midi, alors que nous étions assis dans le jardin du manoir. Pierre a souri, bien que son visage soit pâle et ses yeux fatigués. J'aimerais voyager à travers le monde, voir des endroits que je n'ai jamais eu l'occasion de connaître. Mais, surtout, j'aimerais faire quelque chose de significatif, quelque chose qui laisserait une marque positive. Comme quoi, ai-je demandé, curieuse. Peut-être aider d'autres personnes, comme vous m'avez aidé. Créer une fondation, quelque chose qui ferait une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin, a-t-il répondu, entrelaçant ses doigts aux miens. Et vous, Pauline? Que feriez-vous? Je l'ai regardé, ressentant une nouvelle vague d'espoir. Je pense que je voudrais faire la même chose. Aider ceux qui, comme moi un jour, ont besoin d'une seconde chance. Le jour de l'opération est arrivé, et la tension était palpable. Pierre et moi nous sommes dit au revoir avec une étreinte serrée et des mots d'encouragement. On se voit de l'autre côté, a-t-il dit, essayant de sourire. On se voit de l'autre côté, ai-je répété, essayant de retenir mes larmes. L'opération a été longue et épuisante. J'ai ressenti des douleurs que je n'avais jamais imaginées possibles, mais j'ai gardé l'image de Pierre dans mon esprit, ce qui m'a donné la force de continuer. Quand tout s'est terminé, et que je me suis réveillée dans la salle de récupération, la première chose que j'ai demandé a été « Et Pierre ?» Le docteur Louis était à mes côtés, avec un visage grave mais soulagé. « Il est stable. La greffe a été un succès, mais nous devons maintenant attendre et voir comment son corps réagit. » Bien que fatiguée et douloureuse, j'ai ressenti une pointe d'espoir. « Il va s'en sortir », ai-je murmuré pour moi-même, fermant les yeux et imaginant un avenir où Pierre et moi pourrions réaliser tous ces rêves que nous avions partagés. Les jours suivants seraient critiques, mais je savais que, ensemble, nous avions une chance. Et, malgré la difficulté du chemin, j'étais déterminée à être aux côtés de Pierre à chaque étape, affrontant chaque défi qui se présenterait. Je me suis réveillée ce matin-là avec un nœud à l'estomac. Le jour de l'opération approchait et, bien que j'étais déterminée à aider Pierre, la tension était palpable. Le manoir, qui autrefois semblait un refuge, commençait à se transformer en un lieu plein d'ombre et de secrets. Alors que je prenais mon café dans la cuisine, Margot est entrée sans faire de bruit. C'était une femme imposante, au regard perçant, et chaque rencontre avec elle me laissait mal à l'aise. « Pauline, pouvons-nous parler ?» Sa voix était froide, presque tranchante. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la conversation à venir. Nous nous sommes dirigés vers le salon principal, où elle s'est assise dans un fauteuil en velours rouge, m'indiquant de faire de même. « Je vais être directe », a-t-elle commencé.
Je suis inquiète pour vos intentions. Vous êtes apparu dans la vie de Pierre de manière très commode, vous ne trouvez pas? Je voulais juste aider, ai-je répondu, essayant de rester calme. J'ai trouvé la valise et... Oui, l'histoire de la valise pleine d'argent, m'a interrompu Margot avec mépris. Mais pourquoi êtes-vous resté? Pourquoi avez-vous accepté de vous occuper de lui? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir la colère qui commençait à bouillir en moi. Parce qu'il avait besoin de moi. Et parce que, d'une certaine manière, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire. Margot m'a regardé avec méfiance, son regard perçant mon âme. Vous êtes jeune, belle. Vous pourriez être faire n'importe quoi. Pourquoi ici? Avant que je ne puisse répondre, la porte du salon s'est ouverte et le docteur Louis est entré, tenant une enveloppe. Il semblait visiblement troublé. Docteur Louis? Ai-je demandé en me levant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de vous parler, Pauline, a-t-il dit, ignorant Margot. C'est urgent. Nous nous sommes dirigés vers le bureau de Pierre, où il a soigneusement fermé la porte avant de me remettre l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un document qui a fait s'arrêter mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ce document suggère que Pierre savait pour votre compatibilité avant même de vous connaître, a dit le docteur Louis, évitant mon regard. Mes pensées ont commencé à tourbillonner. Comment cela était-il possible? Pierre avait toujours été honnête avec moi, du moins c'est ce que je croyais. Cela ne peut pas être vrai. Pierre, il ne ferait jamais ça. J'espère aussi que non, a répondu le docteur Louis. Mais nous devons connaître la vérité. Avec le document en main, je suis allée voir Pierre dans sa chambre. Il était allongé, pâle et fragile, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant. Pauline, que se passe-t-il? A-t-il demandé, remarquant mon expression troublée. Pierre, j'ai besoin de te demander quelque chose de très sérieux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots. Tu savais pour ma compatibilité avant de me rencontrer? Pierre a froncé les sourcils, confus. Comment ça? Non, bien sûr que non. Je ne l'ai su que lorsque les résultats sont arrivés. Alors, explique ça, ai-je dit en lui tendant le document. Il a lu le papier, son visage devenant de plus en plus pâle. C'est impossible. Je n'avais aucune idée. Pierre, s'il te plaît, ne me mens pas, ai-je supplié, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. J'ai besoin de connaître la vérité. Je le jure, Pauline, a-t-il dit en serrant mes mains avec force. Je ne savais pas. Mais je promets que je vais découvrir la vérité. Je suis restée là, le regard fixé sur lui, essayant de décider si je le croyais ou non. Il semblait sincère, mais les doutes rongeaient mon cœur. Je suis sortie de la pièce sans dire un mot de plus, mon esprit une tempête de pensées confuses. Plus tard, ce même jour, Pierre, encore faible, insista pour parler avec Margot. J'étais présente, cachée derrière la porte entr'ouverte. « Maman, savais-tu pour la compatibilité de Pauline ?» demanda-t-il, la voix faible mais ferme. Margot hésita un moment avant de répondre. « Oui, je le savais. » Mon cœur faillit s'arrêter en entendant ces mots. Elle continua. « J'ai fait ça par amour pour toi, Pierre. Je devais m'assurer que tu aies une chance de survivre. » La colère et la déception m'envahirent. Tout ce en quoi je croyais s'effondrait. Je devais confronter Margot et découvrir toute la vérité, mais cela devait attendre. D'abord, je devais décider quoi faire de cette nouvelle information. Ce fut l'un des jours les plus angoissants de ma vie. Pierre montrait des signes d'amélioration, mais soudain, tout changea. Il subit une rechute sévère. J'étais dans la pièce voisine quand j'ai entendu les alarmes retentir. J'ai couru dans la chambre et l'ai trouvé inconscient, entouré de médecins et d'infirmiers essayant de le stabiliser. « Que se passe-t-il » demandai-je, la voix tremblante, en lui tenant la main. Le docteur Louis, avec un air grave, me tira de côté et m'expliqua la situation. « Pauline, Pierre est entré en choc septique. La situation est critique. Si nous ne réalisons pas la greffe de moelle osseuse immédiatement, il ne survivra pas.
Mon cœur s'arrêta un instant. La fenêtre pour le don se fermait rapidement, et Pierre, dans cet état, n'avait pas la force de se battre seul. « Je suis prête, docteur. »« Faites ce qu'il faut, » répondis-je, sans hésiter, bien que mon corps soit envahi par la peur. L'équipe médicale prépara tout pour l'opération. La sensation d'entrer dans la salle d'opération était surréaliste. Je ressentais un mélange de panique et de détermination. Je savais que c'était la seule chance de sauver Pierre, l'homme qui, d'une certaine manière, avait changé ma vie. Pendant l'intervention, j'ai rencontré des complications. Je me souviens d'entendre les médecins discuter à voix basse, les mots « risque » et « complications » se répétant. Mon corps semblait ne pas vouloir coopérer, mais mon esprit était concentré sur un seul objectif, sauver Pierre. « Sois forte, Pauline. Tu peux le faire, » dit une infirmière, en me serrant la main. Enfin, après des heures de tension, la collecte fut achevée avec succès. Mais la bataille était loin d'être terminée. Pierre restait dans un état critique et entra dans le coma. En le voyant dans cet état, une vague de désespoir m'envahit. Je m'assis à côté de son lit, tenant sa main inerte. « Pierre, s'il te plaît, réveille-toi. J'ai besoin de toi. »« Ne renonce pas maintenant, » murmurai-je, avec des larmes coulant sur mon visage. Les jours suivants furent une torture. Chaque minute semblait une éternité. Je passais la plupart du temps aux soins intensifs, observant les moniteurs, attendant le moindre signe d'amélioration. Le docteur Louis faisait des visites fréquentes, toujours avec une expression inquiète. « Pauline, nous faisons tout ce que nous pouvons. Maintenant, nous devons attendre et garder espoir, » me dit-il, posant une main réconfortante sur mon épaule. Ma foi fut mise à l'épreuve à chaque instant. Je me sentais impuissante, mais je refusais d'abandonner Pierre. Je lui parlais tous les jours, racontais des histoires, rappelais les moments que nous avions passés ensemble, dans l'espoir qu'il puisse m'entendre. « Pierre, te souviens-tu quand tu m'as appris à entretenir le jardin? J'étais si maladroite, mais tu as été si patient. Je promets que nous planterons plus de fleurs ensemble. J'ai juste besoin que tu te réveilles, » implorai-je, la voix brisée. Les nuits étaient les pires. Le silence de l'hôpital était écrasant, et mon esprit vagabondait à travers toutes les possibilités. Et s'il ne se réveillait pas? Et si tout ce que nous faisions n'était pas suffisant? Mais je ne pouvais pas abandonner. Puis, un matin froid, quelque chose d'inattendu se produisit. Les moniteurs commencèrent à montrer des signes d'amélioration. Le cœur de Pierre était plus fort, sa respiration plus stable. Le docteur Louis entra dans la salle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Pauline, il réagit. La situation reste grave, mais il y a une chance, » dit-il, avec un léger sourire. Je serrai la main de Pierre avec plus de force, sentant une vague de renouveau d'espoir. Je continuai à lui parler, maintenant avec plus de conviction. « Pierre, tu es un combattant. Je sais que tu vas t'en sortir. Nous sommes tous ici pour toi. » Et puis, un miracle se produisit. Quelques jours plus tard, Pierre ouvrit les yeux, faible, mais vivant. « Pauline, » murmura-t-il, d'une voix presque inaudible. « Je suis là, Pierre. »« Je suis là, » répondis-je, avec des larmes de soulagement coulant sur mon visage. À ce moment-là, je réalisai que toute la douleur et l'incertitude en valaient la peine. Pierre était de retour, et ensemble, nous affronterions tous les défis à venir. À ce moment-là, il semblait que le monde s'était refermé autour de moi. Je passais la plupart de mon temps aux soins intensifs, assise à côté de Pierre, qui restait dans le coma, relié à plusieurs moniteurs et appareils. Le son constant des bip-bip des équipements médicaux était le seul bruit qui remplissait cet espace froid et stérile. Cependant, ce qui me faisait vraiment mal, c'était la sensation d'isolement et de méfiance qui m'entourait comme un lourd manteau. La famille de Pierre, en particulier Margot, sa mère, semblait nourrir une méfiance croissante à mon égard. Margot ne manquait jamais une occasion de me lancer des regards accusateurs, comme si j'étais une intruse qui avait envahi la vie de son fils avec des intentions cachées. Et, pour aggraver les choses, les conversations chuchotées entre les membres de la famille ne faisaient qu'amplifier mon sentiment de solitude. Un après-midi, alors que je tenais la main de Pierre, Margot entra en soins intensifs avec son expression sévère et ses yeux froids.
Elle s'arrêta à côté du lit et me regarda avec mépris. « Je ne sais pas ce que tu comptes réellement faire, Pauline, dit-elle, sa voix basse mais chargée de venin. Mais si Pierre ne survit pas, tu seras tenu pour responsable. » « Je veux juste aider, répondis-je, essayant de rester calme malgré la boule dans ma gorge. « Je ne ferai jamais rien pour nuire à Pierre. » Elle ne semblait pas convaincue. « Il y a des rumeurs disant que tu as influencé mon fils pour obtenir l'héritage, continua Margot. S'il meurt, tu seras accusé de manipulation et de fraude. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. L'idée d'être accusé de quelque chose d'aussi terrible me laissait abasourdi. Je regardai Pierre, qui semblait si fragile et sans défense, et ressentis une colère croissante contre cette femme qui ne pouvait pas voir au-delà de ses propres soupçons. « Ce n'est pas vrai, rétorquai-je fermement. J'aime Pierre et je veux seulement qu'il aille mieux. » Margot renifla, incrédule, avant de quitter la pièce, me laissant seule avec mes pensées et mes peurs. Je savais que je devais trouver un moyen de prouver mon innocence, mais à ce moment-là, tout semblait sombre et incertain. Plus tard, le docteur Louis entra dans l'USI pour vérifier les moniteurs de Pierre. Il me regarda avec une expression préoccupée. « Pauline, commença-t-il, hésitant, il y a des rumeurs parmi les proches de Pierre selon lesquelles vous seriez tenu légalement responsable s'il ne survit pas. Ils pensent que vous avez pu influencer Pierre pour obtenir son héritage. » J'ai entendu Margot parler de cela, avouai-je, la voix tremblante. « Mais je jure, je ne ferai jamais une chose pareille. » Le docteur Louis soupira. « Je te crois, Pauline. Mais la situation est compliquée. Nous aurons besoin de preuves pour réfuter ces accusations, si nécessaire. » J'acquiesçai, me sentant impuissante. « Que puis-je faire ? » « Pour l'instant, reste auprès de Pierre et continue à montrer ta dévouement, conseilla le docteur Louis. Nous allons essayer de trouver un moyen de résoudre cela. » Les jours suivants furent un brouillard d'inquiétude et d'incertitude. J'ai passé chaque moment libre à côté de Pierre, tenant sa main et lui parlant, en espérant qu'il pourrait m'entendre et lutter pour revenir. Les nuits étaient particulièrement solitaires, et je dormais à peine, tourmenté par les paroles de Margot et la peur de ce qui pourrait arriver si Pierre ne survivait pas. Une nuit, alors que j'étais dans l'USI, une des sœurs de Pierre, Amélie, entra dans la salle. Elle semblait hésitante, mais finalement s'approcha de moi. « Puis-je te parler, Pauline ?» demanda-t-elle, avec une expression mêlée de curiosité et d'inquiétude. « Bien sûr, répondis-je, essayant de cacher mon nervosité. « Que veux-tu savoir ?» Amélie soupira. « Je veux comprendre pourquoi tu es ici, pourquoi tu fais tout cela pour Pierre. » Je la regardai, ressentant un peu d'espoir. J'ai rencontré Pierre par hasard, mais depuis, il est devenu très important pour moi. Je veux l'aider parce que je tiens à lui, pas pour l'argent ou l'héritage. Elle hocha lentement la tête. J'espère que tu dis la vérité. Pierre est mon frère, et je veux seulement le meilleur pour lui. Moi aussi, répondis-je sincèrement. Cette petite interaction m'a apporté un peu de réconfort, mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. Je devais prouver mon intégrité, plus important encore, j'avais besoin que Pierre survive. Et ainsi, je restais à ses côtés, luttant contre l'isolement et la méfiance, déterminé à faire tout ce qui était nécessaire pour sauver l'homme que j'avais appris à aimer. Quand Pierre est tombé dans le coma, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Cet homme qui m'avait accueilli et qui avait confiance en moi était maintenant dans un lit d'hôpital, se battant pour sa vie. Et comme si la douleur de le voir dans cet état ne suffisait pas, je devais encore faire face à la méfiance et aux menaces de sa famille, surtout de Margot. Dans l'USI, tout en tenant la main de Pierre, je chuchotais, essayant de trouver des forces en moi. « S'il te plaît, Pierre, tu dois te battre. N'abandonne pas maintenant. Je suis là avec toi, je le serai toujours. » Chaque mot était une prière, chaque larme était une demande désespérée pour qu'il revienne vers moi. Les jours s'écoulaient, et la tension était palpable. La famille de Pierre m'adressait à peine la parole, et quand il le faisait, c'était toujours avec un ton accusateur. Margot, en particulier, ne perdait aucune occasion de m'intimider. « Tu penses pouvoir tromper tout le monde, n'est-ce pas, Pauline ? Mais je sais ce que tu veux vraiment. Tu es seulement après l'argent de mon fils. »
Je respirais profondément, essayant de rester calme. Je ne suis pas ici pour l'argent, Margot. Je veux seulement que Pierre aille bien. Elle riait, un rire sans humour, plein de mépris. Nous verrons. Nous verrons si tes intentions sont aussi pures que tu le dis. Malgré les paroles dures, je refusais d'abandonner. Je passais des nuits blanches à côté de Pierre, observant chaque petit signe d'amélioration, si minime soit-il. Je savais qu'il se battait, que quelque part en lui, il y avait la force de surmonter cela. Un matin, après une autre nuit blanche, quelque chose d'incroyable se produisit. Les moniteurs commencèrent à montrer des signes d'amélioration. Je ne voulais pas croire ce que je voyais, craignant que ce ne soit un faux espoir. Mais le docteur Louis, qui avait toujours été un point d'ancrage pendant cette tempête, confirma ce que je voyais. Pauline, les signes vitaux de Pierre s'améliorent. Il réagit. Mon cœur faillit bondir de ma poitrine. Vous êtes sérieux, docteur? Il va s'en sortir? Le docteur Louis sourit, un sourire fatigué, mais sincère. Il est encore tôt pour le dire avec certitude, mais les choses vont dans la bonne direction. Je m'accrochais à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. Merci, docteur. Merci beaucoup. Mais la tension avec la famille de Pierre ne diminua pas. Margot continuait à lancer des regards de méfiance, et les conversations murmurées des autres membres de la famille me faisaient me sentir encore plus isolée. Je savais qu'ils attendaient la moindre occasion pour me blâmer, pour dire que j'étais responsable de tout ce qui pourrait mal tourner. Néanmoins, je restais ferme. Je savais que Pierre avait besoin de moi, et je ne l'abandonnerais pas maintenant. Je passais la plupart de mon temps à ses côtés, parlant de choses triviales, de souvenirs que nous partagions, de tout ce qui pourrait le ramener. Pierre, te souviens-tu de la fois où tu m'as appris à faire ce plat français que j'aime tant? J'essaie encore de le perfectionner. J'ai besoin que tu te réveilles pour me dire ce que je fais de travers. Je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre, mais lui parler me donnait de la force. Chaque mot était une façon de garder l'espoir vivant, de me rappeler pourquoi j'étais là. Puis, un jour, alors que je tenais sa main et parlais de nos projets pour l'avenir, j'ai vu ses yeux bouger légèrement. Mon cœur s'est emballé. Pierre? Tu peux m'entendre? S'il te plaît, si tu peux m'entendre, serre ma main. À ma grande surprise et joie, j'ai senti une légère pression dans ma main. Les larmes ont coulé instantanément, mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Tu reviens, Pierre. Je savais que tu y arriverais. Le docteur Louis est entré dans la pièce à ce moment-là, et j'avais du mal à contenir mon euphorie. Docteur, il réagit. Il s'est approché rapidement, vérifiant les signes vitaux de Pierre. C'est vrai, Pauline. Il revient. La bataille était loin d'être terminée, mais à ce moment-là, je savais que Pierre se battait pour revenir vers moi. Et tant qu'il se battait, je serais à ses côtés, déterminée à l'aider à gagner. Quand Pierre s'est enfin réveillé du coma, sa fragilité était évidente à chaque geste. J'étais à ses côtés, tenant sa main, quand il a ouvert lentement les yeux. Ses yeux, malgré la fatigue, avaient encore cette étincelle de vie qui m'avait ému dès le début. Pauline, murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Je suis là, Pierre. Ai-je répondu, serrant sa main avec tendresse. Il a respiré profondément, comme s'il rassemblait ses forces pour parler. Le silence dans la chambre était presque palpable, interrompu seulement par le son constant des moniteurs. Je dois te dire quelque chose, commença-t-il, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai été manipulée, Pauline. Par ma propre mère. Mon esprit tournait avec la révélation. Comment ça, manipulée? Je me suis rapprochée, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Il a continué, sa voix tremblante. Margot, elle savait pour ta compatibilité. Elle a orchestré notre rencontre depuis le début. Mon cœur s'est accéléré. Les mots de Pierre étaient difficiles à digérer. Margot avait toujours semblé méfiante envers moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était derrière tout cela. Elle a fait ça pour s'assurer que j'ai une chance de survivre. Pierre continua, avec une expression de douleur. En même temps, elle voulait contrôler mon héritage. J'ai cligné des yeux, incrédule. Tout prenait sens maintenant,
Les regards de Margot, les insinuations, la sensation constante que quelque chose n'allait pas. Ma tête était une confusion de pensées et d'émotions. Pierre, ai-je commencé, mais les mots ont échoué. Comment a-t-elle pu faire ça? Pierre a fermé les yeux un moment, comme s'il revivait la souffrance que sa mère avait causée. Elle-même, Pauline. Mais c'est un amour malade, contrôlant. Il a respiré profondément à nouveau. Je n'ai jamais voulu t'impliquer là-dedans. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes utilisé. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. La douleur de Pierre était palpable, et je partageais son angoisse. Mais, en même temps, j'ai ressenti une colère croissante en moi. Je me suis levée, déterminée à confronter Margot. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre pourquoi toute cette manipulation. J'ai trouvé Margot dans le salon du manoir, sa posture élégante et froide comme toujours. Quand je me suis approchée, son expression n'a pas changé. « Margot, nous devons parler. » ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Elle a levé un sourcil, comme si elle attendait cela depuis longtemps. « Pauline, ma chère, que puis-je te dire ?» Je me suis rapprochée encore plus, ma colère bouillonnant sous la surface. Pierre m'a tout raconté. Il a dit que tu savais pour ma compatibilité et que tu avais manipulé notre rencontre. Les mots sont sortis précipitamment et chargés d'émotion. Margot a soupiré, comme si elle était fatiguée de cette conversation. J'ai fait ce qui devait être fait, Pauline. Dit-elle avec une froideur tranchante. Mon fils mourait, et j'aurais fait n'importe quoi pour le sauver. Même si cela signifiait utiliser d'autres personnes? Ai-je demandé, ma voix montant. Même si cela signifiait manipuler la vie de quelqu'un? Elle m'a regardé avec un mépris voilé. Parfois, nous devons faire des choix difficiles. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour mon fils. Ce n'est pas de l'amour, Margot. Ai-je répliqué. C'est du contrôle. C'est de la manipulation. Elle a fait un pas vers moi, son visage près du mien. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être mère. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir ton enfant au bord de la mort. Je l'ai regardé, ressentant l'intensité de sa détermination. Mais je savais aussi qu'elle avait tort. Mon amour pour Pierre était pur, dépourvu de manipulation ou de contrôle. Et je n'allais pas permettre qu'elle continue de gouverner nos vies avec ses mensonges. Peut-être que je ne comprends pas ce que c'est d'être mère. Ai-je répondu, ma voix tremblante. Mais je comprends ce que c'est d'aimer quelqu'un véritablement. Et ça, Margot, c'est quelque chose que tu sembles avoir oublié. Avec ces mots, je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, déterminée à protéger Pierre et la vérité qu'il avait révélée. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais prête à me battre pour nous deux. Ce matin-là avait une atmosphère différente. Je marchais dans le couloir du manoir avec une détermination ferme et une résolution que je n'avais jamais ressentie auparavant. Après tout ce que j'avais découvert, je savais qu'il était temps de confronter Margot et de révéler ses manipulations. Mon cœur battait fort, mais j'étais résolue. Pierre, encore fragile, méritait de connaître la vérité, et j'étais prête à le défendre à tout prix. Je suis entrée dans le salon où la famille de Pierre se réunissait. Margot était assise dans un fauteuil élégant, comme si elle était la reine d'un royaume décadent. Les autres membres de la famille murmuraient entre eux, lançant des regards de méfiance dans ma direction. « Pauline, » commença Margot avec sa voix froide et calculée, « que désires-tu » J'ai respiré profondément et j'ai regardé directement dans ses yeux. « Margot, arrêtons les jeux. Je connais la vérité sur notre rencontre et sur ma compatibilité avec Pierre. » La pièce est devenue silencieuse. Les murmures ont cessé et tous les regards se sont tournés vers nous. Margot a haussé un sourcil, essayant de maintenir son calme. « De quoi parles-tu, ma chère ? Tu savais que j'étais compatible avec Pierre avant même que nous nous rencontrions ?» ai-je continué, sentant ma voix trembler de colère et de détermination. « Tu as orchestré tout cela, manipulant à la fois moi et ton propre fils pour garantir qu'il ait une chance de survivre, en même temps, pour maintenir le contrôle sur l'héritage. » Margot s'est levée lentement, son expression passant de la surprise à une colère contenue. « Tu es délirante, Pauline. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » « Non,
Je sais exactement de quoi je parle, ai-je répondu, sortant de ma poche une pile de documents que j'avais rassemblés comme preuve. Voici les dossiers médicaux, les emails et les conversations qui démontrent clairement ta manipulation. La famille de Pierre était sous le choc. Certains se sont levés, d'autres ont commencé à questionner Margot, mais je gardais mon attention sur elle. Pierre, assis dans une chaise roulante, regardait sa mère avec une expression de tristesse et de déception. « Margot, dit-il d'une voix faible mais ferme, est-ce vrai? As-tu vraiment fait tout cela ?» Elle a hésité un moment, mais sachant qu'elle était coincée, elle a finalement avoué. « Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour ton bien, Pierre. Tu serais mort sans cette greffe. Et je ne pouvais pas confier l'héritage à n'importe qui. Ta manipulation a failli nous détruire, ai-je répondu, essayant de retenir mes larmes. Tu n'as aucune idée de la souffrance que tu as causée. Pierre m'a regardé, son expression se radoucissant avec gratitude. Pauline, je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. Je te soutiens complètement. Margot ne peut plus faire partie de notre vie. Margot semblait dévastée, mais je ne ressentais aucune pitié pour elle. Margot, tu as été démasquée, ai-je dit, essayant de rester calme. Et maintenant, tu vas faire face aux conséquences de tes actions. La famille était stupéfaite. Margot, déshéritée et humiliée, est sortie de la pièce en silence. Pierre a serré ma main, et à ce moment-là, j'ai senti que tous les efforts et la souffrance en valaient la peine. Pauline, merci pour tout, a-t-il dit avec des larmes aux yeux. Tu m'as sauvée de tant de manières. Nous nous sommes sauvés, Pierre, ai-je répondu, serrant sa main. Maintenant, commençons une nouvelle vie, loin de toutes ces trahisons. Avec Margot hors de la scène, le manoir semblait un endroit plus léger, presque respirable. Nous savions qu'il restait encore des défis à relever, mais ensemble, nous étions plus forts. Nous avons décidé d'utiliser l'héritage pour aider d'autres personnes dans le besoin, en rendant la bonté qui, d'une certaine manière, nous avait unis. Ce fut le début d'un nouveau voyage pour nous deux, libérés des ombres du passé et plein d'espoir pour l'avenir. Et tout a commencé avec une simple valise pleine d'argent et un acte d'honnêteté qui a changé nos vies à jamais. Alors que la tension atteignait son paroxysme, j'étais assise dans la salle d'attente de l'hôpital, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Le docteur Louis est finalement entré dans la salle, son visage portant un mélange de fatigue et de soulagement. « Pauline, commença-t-il avec un sourire ténu, j'ai de bonnes nouvelles. Pierre a non seulement survécu à la greffe, mais il réagit exceptionnellement bien. » Mes yeux se sont remplis de larmes de soulagement et de gratitude. « Merci, docteur. Merci pour tout. » Il hocha la tête et sortit, me laissant seule avec mes pensées. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions, et maintenant, il semblait que nous voyions enfin la lumière au bout du tunnel. Je suis entrée dans la chambre de Pierre et je l'ai trouvé éveillé, bien que toujours faible. Il sourit en me voyant. « Pauline, nous avons réussi, dit-il, sa voix à murmure. « Oui, Pierre, nous avons réussi, ai-je répondu, tenant sa main avec tendresse. Mais le soulagement fut interrompu par l'entrée abrupte de Margot. Elle semblait pâle et abattue, une ombre de la femme puissante que je connaissais. « Pierre, tu ne peux pas être sérieux, dit-elle, sa voix tremblante. Tu vas vraiment me déshériter ? » Pierre respira profondément, rassemblant ses forces pour répondre. « Maman, tes actions ont failli nous détruire. Tu as manipulé tous ceux qui t'entouraient, et je ne peux plus l'ignorer. Pauline est la seule qui a montré une véritable intégrité et bonté. Elle mérite ma confiance et mon héritage. » Margot tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Je voulais juste te sauver, Pierre. Je l'ai fait par amour, sanglota-t-elle. Mais ton amour était déformé, maman, répondit Pierre avec fermeté. Tu ne peux pas contrôler la vie des gens de cette manière. » La salle resta silencieuse tandis que Margot se relevait lentement et sortait, vaincue. Je savais que Pierre était dévasté d'avoir à prendre une décision aussi dure, mais je savais aussi que c'était nécessaire. Margot devait faire face aux conséquences de ses actes. Dans les jours qui suivirent, Pierre et moi commençâmes à planifier notre avenir. Il se remettait progressivement, et le manoir, qui semblait autrefois une prison, devenait maintenant une maison pleine d'espoir.
Avec l'argent que j'avais hérité, je commençais à mettre en œuvre des plans pour aider d'autres personnes dans le besoin. Je voulais rendre la bonté qui avait transformé ma vie. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le jardin, Pierre se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une nouvelle vitalité. « Pauline, que vas-tu faire de toute cette fortune ?» demanda-t-il avec un sourire taquin. « Je veux créer une fondation pour aider les sans-abri, comme je l'étais, répondis-je avec conviction. Je veux leur donner une chance de recommencer, tout comme tu m'as donné. » Pierre serra ma main et la pressa. « Je suis sûr que tu feras un travail incroyable. Je suis très fière de toi. » Dans les mois qui suivirent, nous travaillâmes ensemble pour établir la fondation. Chaque étape était une victoire, chaque défi surmonté nous rapprochait davantage. Pierre, maintenant totalement rétabli, devint un partenaire actif dans mes projets, utilisant son expérience et ses connexions pour ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées. Un soir, alors que nous nous promenions le long de la Seine, Pierre s'arrêta et m'attira dans une étreinte serrée. « Pauline, je n'aurais jamais imaginé que ma vie se terminerait ainsi, avec tant d'espoir et d'amour. Tu as tout changé pour moi, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Pierre, tu as aussi changé ma vie de façon que je n'aurais jamais pu prévoir. Je suis tellement reconnaissante que nous nous soyons trouvés, répondis-je, ressentant la chaleur de son étreinte. Ensemble, nous laissions derrière nous les trahisons du passé et embrassions un avenir plein de possibilités. Notre histoire, marquée par des rebondissements et des défis, nous avait menés à ce moment de paix et de réalisation. Et, en regardant l'horizon de Paris, nous savions qu'en dépit de tout, nous avions trouvé quelque chose de vraiment précieux, l'un l'autre.